On prépare les chevaux pour le jour du combat, mais c'est le Seigneur qui donne la victoire. Hey, shalom, shalom la famille. J'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment longtemps. Je vous souhaite la bienvenue à la saison 2 de notre émission Soldats de la foi. Et aujourd'hui, nous recevons un autre soldat. Oui, un autre soldat qui a du vécu, un autre soldat qui a une histoire à raconter, un autre soldat qui vraiment, je sais, son histoire, son parcours va vous impacter au peu où vous allez le voir d'une autre manière désormais lorsque vous allez le rencontrer dans la rue et dans les lieux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec des acclamations et au nom du Seigneur Jésus-Christ, recevons ensemble Yedidja. Yeah! Hey, shalom bro, comment est-ce que tu vas? Shalom, shalom, ça va et toi? Ouais, ça fait vieux. Ouais, ça va. Mais par la grâce de Dieu, ça va. Et toi? Ok, ouais, ça va, le Seigneur fait grâce. On ne se peut pas. De toute façon, on a fait, depuis juin, on n'a plus fait d'émission, mais aujourd'hui, je démarre cette saison 2 avec toi. Je pense que c'est vraiment quelque chose que le Seigneur a décidé. Je pense que cette saison 2 sera plus meilleure que la saison 1. Amen. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Exactement. Voilà. D'accord, directement. Qui est Yedidja? Yedidja, c'est de mon patronyme Nali. Voilà, et de mes deux prénoms, Victor Daniel. Nali Victor Daniel. Nali Victor Daniel, d'accord. Déjà, c'est mon nom à l'état civil, comme on a pour coutume de le dire. Et puis, voilà. Après, Yedidja, c'est mon nom de scène. Voilà, on dira Blaze. Okay. Ensuite, c'est comment dirais-je, Yedidja, c'est professionnellement un professeur d'enseignement artistique. Ok. Voilà. C'est bon. En tout cas, pour résumer, c'est deux volets de la vie là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. Donc, directement, comme je te l'ai dit, Soldats de la foi, notre intention, c'est de raconter des parcours des jeunes frères comme nous, qui vont permettre à d'autres jeunes frères de pouvoir se rapprocher du Seigneur. C'est que c'est des personnes qui... Donc ici, bon, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de tabou, mais tu es libre de parler de ton histoire, faire connaître la partie de ton histoire que tu veux. Voilà, tu n'es pas obligé de tout dire. Si tu dis tout aussi, bah, nous on prend, mais tu n'es pas obligé de tout dire. Mais ici, on parle. L'intention, c'est de rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour nous. On a traversé des choses, le Seigneur a fait des choses, et que des frères et sœurs qui écouteront, qui vont voir, regarder cette vidéo, puissent à partir de ton témoignage se rapprocher encore plus du Seigneur. Et c'est un peu ça, soldat de la foi. Voilà, donc tu es prêt? Si tu es prêt. Je puis tout par celui qui me fortifie. D'accord, donc allons-y. Quelle a été l'enfance de Yedidja? Déjà, mon enfance, ça a été quelque chose de... ça a été une période assez mélancolique, tu vois, mais ça a été une bénédiction parce que moi, je suis le dernier d'une fratrie de cinq frères. Voilà, mes parents ont eu, de 4 frères, c'est-à-dire 2 sœurs et 2 frères. Voilà. Donc, nous sommes 5 enfants, tu vois, de même père et de même mère. Okay. Et moi, je suis né pratiquement dans l'est de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, disons, à Bondoukou, où mon père était en fonction. Voilà, et voilà. Je suis né dans une période un peu tumultueuse où les parents étaient un peu voilà, en désaccord et tout. Et comment dirais-je, par la force des choses, maman, elle a eu à m'accoucher à la maison, tu vois, ouais, pendant sa douche et tout. Et puis voilà, en entendant mes cris, voilà, si je ne me trompe pas dans l'histoire, dans les faits, les voisins sont venus, voilà, les gens sont venus, tout ça. Et puis de là, on m'a envoyé à l'hôpital, tu vois. Voilà, donc c'est de là-bas que voilà, j'ai eu les premiers soins, tout ça.
Et puis voilà, de prime abord, le vieux il a dit non que bon, l'enfant n'est pas lui, tout ça, tu vois. Donc mais un enfant à polémique façon. Voilà, c'était un peu à polémique tout ça, mais par la grâce de Dieu, quand je suis sorti, je ressemblais tellement au gars. Il a dit mais écoutez, c'est ton enfant ça, tu vois. Voilà, c'était chill. Et puis en fin de compte, moi j'ai une enfance qui est assez mouvementée parce que pratiquement quand j'ai je crois 3, 4 ans, 5 ans. Mon papa il est affecté à San Pedro, au port de San Pedro, il travaille au port de San Pedro. De là-bas, la vieille aussi, elle obtient des promotions et elle devient la présidente des femmes de gendarmes de, voilà, disons, du Haut-Sassandra, un truc comme ça. Et puis, encore une affectation. Pratiquement 2 ans après San Pedro, on a une affectation à Daloa. Et puis, étant à Daloa, franchement, c'est chill. Ça va bien, les business, tout ça, ça marche super bien. La famille grandit. Bon, dans cette période-là, mes frères, eux, ils sont orientés à l'université, tout ça. Donc, nous, on reste à la maison avec mon béni grand frère, tu vois. Et puis, dans le même élan, on tombe dans la crise. Tu vois, on tombe pratiquement dans les premières crises et tout. Pardon. Et puis, après ça, il y a l'accalmie de la crise et tout, là. Et encore, petite séparation des parents. La vieille, elle vient s'installer à Abidjan par rapport à ses affaires, ses business et tout. Le vieux, lui, reste en fonction là-bas. Et par la force des choses, moi, je me retrouve à Abidjan. Et c'est là que beaucoup de choses commencent. Là, je me retrouve déjà comme maintenant dans l'adolescence, voilà. Où on a déjà dépassé la jeunesse. On aborde l'adolescence. On aborde l'adolescence et tout ça. Tu vois, et c'est ça. Il y a eu beaucoup de changements de vie. Tu sais, quand on est enfant, la stabilité des parents joue pour beaucoup sur les enfants parce que lorsqu'on n'arrive pas à déployer sa capacité à socialiser, tu vois, c'est un peu difficile parce que tu t'imagines, moi je nais à Bondoukou, ensuite on va à San Pedro, on commence à avoir des amis et on ne dure pas à San Pedro, on fait pratiquement 1 an et demi, 2 ans à San Pedro, affectation d'Aloa, quelques années, je crois peut-être 2 ans, 3 ans et demi à Dalo, on vient à Abidjan. Abidjan aussi, on commence à déménager, à bouger à cause des affaires et tout ça. Pas de stabilité, donc en tant qu'enfant, ça joue beaucoup. Tu vois, il y a eu beaucoup de mouvements, à contrario de la vie de mes frères. Moi, j'ai vraiment bougé avec les parents, tout ça. Et puis, très souvent, au milieu des histoires, des polémiques et tout. Voilà quoi. Donc, ça a été une enfance souvent bien, mais il y a eu beaucoup de défis. Beaucoup de défis et beaucoup de solitude, pardon, parce que moi, étant en grandissant, j'ai vraiment pas eu d'amis. Vraiment. Tu vois, donc il y a des personnes, souvent quand ils me disent non, c'est mon ami du CP1, on est tous. Je me dis, waouh. Toi, tu n'as pas. Je n'ai pas ça. Effectivement, tu n'as pas trop duré dans les villes, dans les endroits, dans les écoles. Donc voilà, dans les écoles surtout. Donc voilà, ça a été une enfance assez mouvementée, avec beaucoup de mouvements. Mais après, voilà, je pense que. Mais quel impact cette enfance, cette façon de vivre, ces différents défis que tu as eu à affronter, à confronter pendant ton enfance, quel impact a eu sur ta vie lorsque tu as atteint l'adolescence ou même quand tu as grandi, tu es devenu, jusqu'à ce jour, si tu dois faire un petit bilan, quel impact voilà, cette vie-là a eu sur toi? Je dirais que pratiquement 2 choses. Ça m'a rendu assez casanier, quelqu'un de beaucoup casanier, quelqu'un de beaucoup réservé dans beaucoup de choses. Et ensuite, il faut dire que ça m'a un peu retardé parce que lorsque tu checkes dans le monde professionnel, si déjà de prime abord, depuis l'enfance ou l'adolescence, tu n'es pas déjà préparé, équipé pour affronter les humeurs des autres, savoir gérer avec diplomatie certaines crises, ça te pénalise. Et moi, le fait d'être toujours en mouvement, selon l'éducation des parents, rester toujours à la maison, ça m'a empêché de pouvoir développer ma sociabilité, surtout au niveau professionnel, au niveau amical. Voilà, et ça fait que quand tu grandis dans ce genre de domaine-là, franchement, c'est parfois difficile parce qu'il faut se recentrer. Il faut se recentrer, il faut faire des mises à jour. Et là, tu les apprends Il faut apprendre sur le tas. Donc, ça, jusqu'aujourd'hui, ça m'a suivi. Et l'une des choses, c'est que ça a fait de moi quelqu'un de beaucoup nostalgique.
Voilà, ça fait de moi quelqu'un de beaucoup nostalgique. Donc, tu peux me voir, je vais disparaître peut-être 3 mois. Et puis après, je reviens un peu. Mais en fait, ça fait que j'aime beaucoup être seul. C'est devenu un caractère inné, en fait, tu vois. Mais c'est quelque chose qui m'a impacté à cause de mais là, j'ai une question. Est-ce que c'est pas ce petit truc-là qui a fait de toi un homme de prier en tant que tel? Parce que là, puisque je te connais un peu, bien, tu es une personne qui prie beaucoup. Est-ce que c'est pas ce petit truc-là, le fait que tu sois toujours seul, tu aimes te retrouver seul, tu développes cette relation avec le Seigneur? Comme je veux dire, il fallait mettre à profit cette aptitude à toujours vouloir rester seul. Parce qu'il ne faut pas juste rester seul et puis ne pas peut-être cogiter, ne pas faire quelque chose d'essentiel. Donc je me suis rendu compte que je suis beaucoup seul, j'aime être beaucoup seul dans mon coin, être calme. Il fallait mettre ça à profit, il ne fallait pas juste rester là et puis être rêveur, checker le monde, avancer, puis toi tu es en mode background, tu vois. Donc c'est ce qui m'a vraiment poussé à développer la vie de prière, mettre ça à profit dans le sens de la vie spirituelle. La vie spirituelle, voilà. Ok, d'accord. Et donc là, on rentre, je retourne, parce que si c'est pas un fait aussi chronologique, je retourne et je fais quelque part en arrière, tu rentres dans l'adolescence et là, tu commences à fréquenter les églises AD, Assemblée de Dieu. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette partie de ta vie? Déjà, mes grands frères, ils sont AD. Quand je suis jeune, ils sont AD. Et lorsqu'on arrive à San Pedro, ils sont réveils, mais certains font les cultes aux AD. Quand on arrive à Daloa, mes frères sont beaucoup plus AD. Je vois mon dernier grand frère qui, aussi jeune, devient moniteur aux AD, qui manifeste l'onction puissamment. Ma soeur qui est AD, qui chante et tout. Nous, on fait les conventions des enfants, tout ça. On preste à l'église, poésie, théâtre, tout ça, tu vois. C'était une belle période parce que ça a été comme une base de données de ma vie spirituelle à un certain moment. Les AD, ça a été une période où on nous a parlé de la sanctification, de la sainteté, on a vu la délivrance, on a vu les programmes de prière, on a vu ce genre de choses-là, tu vois. Et quand on arrive à Abidjan, on est toujours AD. On est toujours AD, on est toujours dans le feu de l'action là, comme on appelle, en train de faire du théâtre. Moi-même, à travers cet écosystème religieux là, j'apprends à découvrir tout ce qui est artistique, c'est-à-dire chanter, faire du théâtre, jouer des instruments et tout, tu vois. Et franchement, ce chapitre de ma vie là m'a beaucoup aidé aujourd'hui. Ok. Tu vois, et comme on dit, hein, AD aujourd'hui, c'est la source de beaucoup de ministères. Voilà, beaucoup de ministres. Beaucoup de ministres, effectivement, même s'il y a eu des choses un peu. Mais après, de façon assez, comment je vais dire, de façon assez concise, ça a été le socle de ma vie spirituelle. Voilà. Et tu sais, c'est au AD même que j'ai rappé pour la première fois. Waouh! Pendant un concert aussi. Tu vois, voilà quoi. Voilà, c'est vraiment un peu ça pour résumer. C'était de bons souvenirs. J'ai rencontré de belles personnes là-bas. J'ai appris beaucoup de choses. Mais après, quand le Seigneur veut t'envoyer vers la destinée, il te conduit quelque part. Après, il t'emmène quelque part d'autre. Tu vois, voilà, il te prépare déjà. Mais je me dis que déjà à cet âge-là, connaître la route de l'église, parce que généralement à cet âge-là, on va à l'église parce que putain, on suit les frères, on suit les parents et autres. Mais il n'y a pas, quelques rares enfants ont une rencontre sérieuse avec le Seigneur. Voilà. Donc je me dis que c'est déjà une base, et comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui le monde est devenu compliqué, bizarre et autres. On ne doit pas regarder ça, on doit donner l'éducation qu'il faut. Voilà. Aux enfants, prier pour et puis laissez-les affronter la vie. Donc moi je pense que ça a été une base, le Seigneur t'a préparé afin de te forger pour affronter la vie. D'où cette vie, cette partie de ta vie que nous allons voir. Et là, arrivé un moment, tu as dû quitter la Côte d'Ivoire. Voilà. Quels ont été les motifs pour lesquels tu as quitté la Côte d'Ivoire? Déjà, je quitte la Côte d'Ivoire pour des raisons sportives. Parce que en sortie d'adolescence, moi, j'avais déjà commencé à
comment on appelle ça, je vais pas dire à bifurquer, mais à comment on appelle ça, me pencher du côté sportif. Voilà, parce que moi, j'ai grandi avec un père qui a fait du sport, tout ça. Et mes grands frères ont fait du sport, les arts martiaux. Voilà, j'ai ma grande soeur qui a fait du basket, tu vois. Donc, moi, j'avais commencé déjà à me focus sur ma carrière sportive, pendant que d'autres peut-être se voyaient à l'école, peut-être comptable, peut-être architecte, tout ça. Moi, déjà, j'étais focus sport, parce que j'avais les aptitudes et puis voilà. Donc, je quitte la Côte d'Ivoire pour des raisons de sport, je commence à faire du sport. Ici, déjà, je suis appelé pratiquement 2-3 fois en présélection nationale. Malheureusement, ça n'a pas été. Mais bon, après, on connaît le pays, tout ça, tu vois. Mais il faut préciser que le sport, c'est le basket. Ouais. Je commence à faire du basket. Franchement, je me plais tellement dans le basket parce que le basket, ça va avec l'anglais, ça va avec le mood des États-Unis, tu vois. Ça coïncide aussi avec le rap, tout ça. La musique, tu vois. On est dans un mood, on n'a plus d'oreilles. C'est les States, c'est le basket. Voilà, tu vois. Donc, ensuite, moi, je me lance, je commence à jouer là-bas. Après, je vais déjà en Mauritanie. Tu vois, après, mon manager qui était mon grand frère dans le temps, il me trouve un bon contrat, il me trouve une bonne connexion au Mali. Donc, je vais au Mali. Là-bas, je commence à jouer. C'est quoi, un club ou bien? Ouais, un club. Il me trouve un club, je commence à jouer là-bas. Et puis, il s'avère que quand j'arrive dans le club, là, c'est pratiquement le club numéro 1 du pays. Il y a vraiment de la concurrence, quoi. Mais bon, comme moi, je me connais, j'arrive là-bas, je travaille dur. Je commence à me faire ma place et tout. Mais franchement, c'est ambition is priceless. L'ambition n'a pas de prix. Donc, on donne tout, on se prive de rien, on travaille. Et malheureusement, avec les dirigeants du club, pardon, ça ne matche pas tellement parce que quand tu viens d'un autre pays, on ne peut pas vraiment te favoriser vis-à-vis des locaux. Voilà. Et c'est une politique que certains pays adoptent. Et ça, je pense que c'est normal, mais après, lorsqu'on veut opter pour le changement, bien le développement, il y a certaines lois qu'il faut revoir. D'accord. Donc après, là, moi, je change de club, je vais dans un autre club. Là-bas, ça se passe tellement bien. Et tu sais, dans cette période-là, j'ai découvert le Saint-Esprit d'une autre manière. Je m'ai prié pour ma carrière, à pleurer devant Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai été dans un club où vraiment ça allait bien, mais pour des raisons de nationalité, tout ça, je quitte là-bas, je viens ici. C'est vraiment dur ici. Il faut également que je trouve ma place, tout ça. Et mon entraîneur là-bas, c'était dans ce deuxième club-là, mon entraîneur, c'était l'entraîneur de l'équipe nationale junior. Il appelle mon manager, tu vois, et puis il dit à mon manager que tu sais, ton petit là, il est vraiment bon, hein. Mais tu sais, dans mon équipe là, il y a 3 joueurs de l'équipe nationale junior. Je ne peux pas les mettre sur le banc, mais sur la touche pour lui. Parce que moi-même, mes supérieurs vont me demander des comptes. Ton petit, il est trop bon. Je ne veux pas gâcher sa carrière, il faut qu'il parte. Mais tu sais, dans ce laps de temps-là, je découvre le Saint-Esprit qui me dit à chaque action ce que je dois faire sur le terrain. Et il me dit même que Daniel, si tu ne fais pas ce que je viens de te dire, quelqu'un d'autre va faire. Et puis, il sera en lumière. Tout le monde va avoir les yeux braqués sur lui. Et en fait, pour tester, voir si c'est vraiment le Saint-Esprit qui me parle, je ne fais pas, quelqu'un d'autre fait, et puis ça marche. Une autre fois, je vais à l'entraînement, et puis il me dit, fais ce que je te dis de faire. Tu sais, pendant pratiquement 1 mois, je me suis entraîné avec ce club-là. C'est-à-dire, tout le monde avait mon nom à la bouche. Mais c'était par les exploits que le Saint-Esprit faisait pour moi. C'était extraordinaire, c'était tellement puissant. Je me disais, mais je suis allé à l'église, j'ai entendu parler du Saint-Esprit, mais ce domaine-là, je ne savais pas qu'il pouvait agir comme ça, tu vois. Et là, mon frère m'appelle, il me dit, écoute, les gars m'ont fait comprendre que vraiment tu es super bon et moi je sais de quoi tu es capable. Mais là, il faut que tu ailles dans un autre club. Donc, on cherche un autre club pour moi, je change de club. Toujours au Mali? Ouais, je suis toujours au Mali, je change de club. Tu sais pourquoi est-ce que je suis allé au Mali? Non. Parce que là-bas, comme au Sénégal, au Nigeria, comme en Afrique du Sud, ce sont des spots où les universités américaines vont recruter. Ok, je vois. Donc, je ne voulais même pas me fatiguer par aller au Maghreb. J'ai eu des contrats au Maghreb, j'ai eu, comme on appelle ça, des propositions au Maghreb. Je n'ai pas voulu aller.
parce que j'ai vécu un peu au Maghreb, j'ai joué un peu au Maghreb. J'étais vraiment fatigué du racisme et tout. C'était vraiment épuisant, tu vois. Donc, moi, je suis allé là-bas au Mali et c'était vraiment une bonne terre. Parce que j'ai eu des premiers recrutements qui ont été bons, tu vois. Mais après, je vais revenir sur les détails de la fin, tu vois. Donc, je change de club. Quand je change de club, franchement, la saison se passe super bien. Mon équipe, il est au bas du tableau. Et on arrive pratiquement à être parmi les 5 premiers. 5 premiers, waouh. Tu vois. Et ça a été une saison extraordinaire. Extraordinaire, ça a été vraiment extraordinaire parce que pour moi-même, étant jeune, j'avais ma maison là-bas, j'avais tout le confort dont j'avais besoin, tu vois, pour pouvoir me développer. C'était super bien. Je me voyais vraiment travailler et ça a développé ma personnalité. Et je me suis rendu compte que c'était pas une erreur pour moi d'avoir choisi de faire du sport depuis tout jeune. Ça a été vraiment carré. C'était vraiment bien. Le Seigneur a fait grâce. Je me suis fait un nom, tu vois, et on m'a même sélectionné là-bas pour des matchs de préparation équipe nationale. Wow. Ça a été bien, tout ça, tu vois. Voilà, ça a été vraiment ça la raison pour laquelle j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est aujourd'hui l'un de mes plus grands plaisirs. Voilà, tu vois. Voilà. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Après le Mali, tu t'es retrouvé... Après le Mali, je me retrouve en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, tu es revenu au pays? Ouais, parce que la saison finit, tu vois, et moi j'ai fait pratiquement 3 ans et demi hors de la Côte d'Ivoire. Tellement jeune, je quitte le pays assez jeune, pratiquement 18 ans et demi, je quitte la Côte d'Ivoire. La famille me manque. Je fais une bonne saison. Tout va bien. Je me dis, bon, pourquoi ne pas venir faire peut-être 3 mois au pays et puis retourner. Joe, on ne mange pas Gaba. Il n'y a pas un loco. Il n'y a pas Placali. Il n'y a pas tout ça là. Je dis, bon, Joe, pourquoi ne pas revenir un peu? Et puis bon, c'est à Côte d'Ivoire. Voilà, en vol, peut-être c'est 1h45 minutes, 2 heures, c'est light. Tu vois, mon président de club m'appelle, il me dit, écoute, si tu vas aller en vacances, vas-y parce que tu as recrutement dans 2 mois. Parce que les Américains viennent, il y a recrutement dans 2 mois. Il faut que tu partes, tu viennes là tranquille. Mais pourquoi forcément tu veux aller en fait? Tu vois, ça c'est la question qui me pose. Mais pourquoi tu veux forcément aller? Et reste, tu finis le recrutement et puis tu retournes, tu vas te reposer un peu le temps que les papiers finissent. Il a dit non. Il dit mais ils ont fait tes papiers pour que tu aies même la nationalité, pour que ça facilite ton départ. Reste un peu, tu es un bon joueur. On entend chercher des clubs pour toi en Espagne, au Maroc, tout ça. Il a dit Jovier, tu dois partir ma famille me manque. Il faut que je parte, tout ça. C'est comme ça que je viens en Côte d'Ivoire. Ça se passe bien, tout ça. Je joue. Souvent, je vais jouer, tout ça. Franchement, quand je reviens en Côte d'Ivoire et puis je joue, je me rends compte que les hommes qu'on appelait vieux au pays, là, c'est plus le même niveau. C'est plus la même chose, tu vois. Et puis, ici, là, je rentre en contact avec un coach qui est canadien par le canal de mon manager. C'est ton grand frère. C'est mon grand frère. On travaille ensemble, tout ça se passe super bien. Et puis, je me déplace la cheville. Waouh. Je me déplace la cheville. Ça relance tout. Il était en Côte d'Ivoire. Pendant les vacances. Ça relance tout. Franchement, ça relance tout. Ça relance tout parce que un mois, j'ai recrutement au Mali. Ici, je commence un programme avec un coach canadien pour pouvoir trouver des contacts. Je me déplace à cheville. Ici, c'est vraiment chaud. Alors que déjà, avant de partir, j'avais quand même des petits problèmes, des petits bobos de genoux. Et puis, étant au Mali, là-bas, on a même voulu m'opérer le genou, mais j'ai refusé. J'ai prié, le Seigneur a fait grâce. Parce que si on m'opérait le genou au Mali, la saison c'était foutu. C'était vraiment foutu. Ça allait être des dépenses pour rien. Là, je vais sur la miséricorde, la grâce du Seigneur. Le Seigneur fait grâce, je joue. Mais il faut travailler 3 fois, 2 fois plus pour être à un niveau plus élevé que les joueurs qui sont là-bas, tu vois. Alors que là-bas aussi, ça travaille dur. Ça travaille vraiment bien, ça travaille dur, tu vois. Et moi, déjà, ayant des petits problèmes de genoux, ça augmente aussi les risques. Et il faut dire que moi, mon manager le disait toujours, tu travailles trop. Moi, je suis un gars, lorsque je suis dedans, je travaille beaucoup, tu vois. Quand je viens ici, je me déplace la cheville, c'est déjà lourd. Je fais un traitement sur pratiquement 3-4 mois.
les recrutements au Mali sont finis. Tu vois? Et quand 5 mois après, je commence à me rétablir, je me rends compte que tous mes gars avec qui on travaillait pour le recrutement, 70% sont aux États-Unis. Frère, t'as pas idée du gourmet. Ouais. Non. 70% sont aux États-Unis. Et tu sais, une fois, je suis dans la chambre, je check des photos de mes gars. Et puis, je les follow sur Instagram. Et puis, les gars reconnaissent mes photos. Ils m'envoient des messages, mais toi, tu étais parti en vacances, tu es où là? Je suis toujours au pays. Tu fais quoi là-bas? Moi, je me suis déplacé la cheville, hein, c'est chaud. C'est-à-dire qu'il t'a dit déplacer la cheville, c'est-à-dire ça a même touché mes nerfs en fait. C'est chaud. Les gars me disent, mais tu as joué au con, hein? Tu m'excuses du mot, mais ils me disent, mais tu as été fou quoi. Tu as foutu quoi en fait? Je dis, bah écoute, ce sont des circonstances on va se relancer. Mais je te dis que pendant pratiquement 2 années de ma vie, 3 ans même de ma vie, j'ai fait que pleurer chaque jour. Parce que je me disais, mais écoute, tu peux être le meilleur d'une catégorie et puis tu te retrouves genre à avoir manqué une opportunité pareille. Et genre, je pense qu'aujourd'hui, c'est pratiquement la première fois que j'en parle, genre face à une caméra ou bien tu vois, dans une émission. Mais ça a vraiment... Ça a carrément bouleversé ma vie. Ça a carrément bouleversé ma vie, tu vois. Parce que moi, je voyage quand je suis en seconde. Tu vois que je suis vraiment jeune. L'opportunité se présente, c'est le meilleur timing. Il faut faire le sport quand tu es jeune. Je bouge. Mais là-bas, je ne fais pas d'études. Donc, quand je me blesse, c'est-à-dire que je manque la seconde, la première, la terminale, pratiquement la première année d'université, parce que je suis en train de faire du sport. Et mes gars sont déjà partis. Tu vois un peu. Quand je reviens en Côte d'Ivoire, que ça commence à aller, il faut rattraper pratiquement ces 4 années-là qui sont déjà passées. Maintenant, se relancer. Alors que tu es déjà focus sur le fait de vouloir faire du sport. Tu vois, je ne sais pas si tu vois un peu. Et ça a redistribué les cartes et tout. Et voilà, comme je dis là, il y a eu des soirs où ça m'a vraiment fait plonger dans je vais pas dire des dépressions, mais ça m'a vraiment plongé dans des incertitudes, dans un Bermude, si je peux le dire, parce que c'est comme si c'était un trou sans fin. Parce que je dis, mais tout a tellement bien commencé, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est joué au millimètre, au centimètre près. Mais voilà, quoi, je me dis que c'est la vie. Après, je me suis relancé ici en Côte d'Ivoire, j'ai commencé à jouer. Mais tu sais, parfois, pour un sportif, revenir d'une blessure, c'est pas toujours évident. Surtout s'il n'y a pas les accompagnements qu'il faut et les personnes. Effectivement, c'est pas toujours évident. Et puis, tu te remets en question, tu te dis, moi, l'une des choses qui m'a le plus fait mal, c'était, et si j'avais écouté mon manager quand il me disait, tu travailles trop, peut-être que je n'allais pas me blesser. Et si j'avais écouté mon manager quand il me disait, je veux pas que tu joues avec les gens du quartier, ça n'allait pas arriver. Je me disais, mais et si ce jour-là, tu te reposais, peut-être que ça n'allait pas arriver. Et je me dis, et si j'avais écouté mon président de club qui me disait, mais le recrutement, c'est dans 1 mois, reste. Beaucoup de questions qui, pendant pratiquement 4 ans, ont bouleversé. Mais après, la réalité était là. Il fallait penser à, comment on appelle ça, à une reconversion. Oui, la reconversion. Donc voilà. Le plan basket, c'était parce que... Mais je me disais, est-ce que c'est parce que tu ne t'es pas rétabli de ta blessure que tu n'as plus continué le sport professionnel le gourmet était... Il y a eu quelque chose de vraiment brisé en moi, hein, tu vois. Et le truc aussi, c'est que c'est vrai, c'était la cheville. Mais après, quand je me suis rétabli, tout ça, avec les soins, tout ça, j'avais recommencé à jouer. Mon niveau était revenu vraiment au top, tu vois. Et j'envisageais même pour papa voyager, même si j'avais peut-être perdu déjà 2 années ici au pays et tout. Et puis là, j'ai eu ma plus grosse blessure. C'était au niveau du tendon rotulien.
C'est-à-dire, tu vois, derrière le genou, il y a un gros nerf qu'on touche là. Oui. En fait, lui, il croise. Il y a des moments, même quand je cours un peu, il croise. Donc, ça fait que je ne peux pas faire de mouvements brusques et tout. Tu vois? Donc, ça, en fait, me rendre à l'évidence que c'était mort. Ça a été difficile, mais c'était mort en fait. Ça a été difficile à digérer. Voilà, ça a été crié en même temps. Voilà, tout ça, tu vois. Donc, après, ce genre de blessure là, c'est vraiment compliqué parce que même quand tu checkes au haut niveau, comme que ce soit en NBA, c'est vrai, il y a des opérations au laser, il y a des suivis, mais la plupart du temps, ceux qui ont subi ce genre de blessure là, après le retour, c'est pas des personnes. De grandes carrières. Ils font pas. Tu n'arrives pas à faire long feu. Parce que le genou, il est vraiment déterminant. Surtout quand c'est au niveau des nerfs, c'est vraiment déterminant, tu vois. Donc là, fallait, comme je dis là, fallait bifurquer. Fallait vraiment penser à se reconvertir. Puis. Mais voilà, avant que cette idée de reconversion devienne en tête, est-ce que cette période-là a été facile pour toi? Ça n'a pas été une période facile parce que, je le dis devant la caméra, ça m'a fait retomber dans la cigarette, dans l'alcool, dans les femmes, parce que c'était vraiment difficile, quoi. Franchement, quelqu'un peut me voir, puis il va pas savoir que genre le gars il est, parce que comme je dis là, je suis vraiment replié sur moi-même, je suis assez renfermé, tu vois, assez solitaire, mais ça m'a vraiment impacté parce que tu t'imagines retomber dans tout ça. C'est là aussi que j'ai recommencé à développer les habitudes de sortir la nuit, aller m'évader, marcher, rester seul, tu vois. Comme si tu avais un peu l'insomnie. Voilà, parce que tu veux fuir le monde, en fait, tu vois. C'était une période assez... Dans les clubs, dans les trucs. Ouais. Pour passer la nuit, au fait. Passer le temps là-bas, rentrer à la maison en catimini, tranquille, sans qu'on te dérange, tout ça. C'était difficile, c'était vraiment difficile parce que, comme je dis là, quand tu es adolescent, tu as tes rêves. Et je ne vais pas dire qu'il y a une réalité qui m'a rattrapé. Il n'y a pas eu de réalité qui m'a rattrapé parce que ce que je voulais faire là, j'ai voyagé pour ça. Et je me suis donné à fond pour ça. J'ai vraiment travaillé. J'ai vraiment travaillé. J'ai eu de bonnes opportunités que j'ai eu à saisir. C'est vrai que parfois, la fougue de la jeunesse, tu vois, m'a mené à ne pas trop écouter les conseils. Mais en vrai, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai vraiment fait ce qu'il fallait faire. Et j'ai mis à côté les excuses, tu vois. J'ai mis à côté les excuses pour ne pas qu'après on dise non, mais tu aurais pu faire ça. Non. J'ai mis à côté les excuses. J'étais l'un des seuls joueurs dans le temps qui faisait filmer ses matchs et puis qui retournait à la maison, checkait les matchs, voyait ses erreurs, travaillait dessus. Ça faisait que voilà quoi. En fait, pour ne même pas que. Et puis, moi, je me disais toujours que je suis un prospect. 2015, 2016, il faut que je sois dans le championnat universitaire. Et j'ai eu l'opportunité pour ça. Quand je reviens en Côte d'Ivoire pour les vacances et que la blessure arrive, moi, je me dis, bon, je suis un dur à cuire, ça va vite, je vais me rétablir, j'ai déjà vu ça. Mais en vrai, quand tu checks ce que les médecins te disent, mais souvent, quand tu forces sur toi-même, ça ne le fait pas. Tu dois te reposer, tu vois. Et c'est vrai que ça a dérangé beaucoup de choses, mais moi, personnellement, ça m'a impacté. Et il y a une période où je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu me lâches ici? Avec toutes tes promesses, pourquoi tu me lâches ici? Pourquoi? Jusqu'à présent, le point d'interrogation reste toujours, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, tu vois. C'est ça, quoi. Donc, après, on se demande qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Donc, cette situation n'a pas été vraiment facile pour toi? Oui, effectivement. En effet, je crois que fallait pas que je me monte à moi-même parce que c'était un rêve d'adolescent, un rêve d'enfant qui volait en éclats à cause d'une gestion de talent, d'une gestion de temps, d'une gestion d'ambition. Tu vois, voilà. Et comme je disais, après, il fallait penser maintenant à comment dirais-je, à la reconversion. Parce que, voilà, déjà,
1 an, 2 ans ici au pays avec une blessure comme ça, tu vois, quand tu arrives ou bien quand tu as des ambitions portées sur le haut niveau, il faut savoir qu'il y a des blessures qui vont très souvent te stopper, qui vont très souvent te ralentir. Et je ne sais pas, mais si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est vraiment compliqué de tomber sur des personnes qui vont t'accepter avec tes blessures, te donner un contrat, te soigner et puis te booster. Là, vraiment, c'est autre chose, tu vois. Donc voilà, ça vole en éclat, quoi. D'accord. Moi, ce que j'ai appris dans les coulisses, c'est que la blessure était telle que en cas, dans les premières années où tu ne voulais même pas entendre parler de basket, et que tu as même supprimé tes vidéos. En fait, le boom était tellement violent que, tu sais, comme je dis là où est-ce que tout est parti en vrille, c'est quand j'ai retrouvé un petit qui venait me voir m'entraîner lorsque j'étais hors du pays, qui venait me voir m'entraîner et tout. Et puis le petit, il avait beaucoup de considération pour moi. En fait, quand son frère, qui s'appelait Zagaba Konaté, est rentré à West Forest University en NCAA, après 1 an ou 2 ans NCAA, il est rentré en NBA. Donc, pour combler son vide, le président du club m'a fait venir, en fait. Tu vois? Donc, en fait, quand tu regardes le calibre de joueur qu'il était, moi, j'étais quand même mieux que lui. C'est vrai que, genre, en taille, voilà, c'était autre chose. Je n'avais pas le même poste. Mais en fait, j'étais quand même un meilleur prospect. Donc, en fait, là, moi, je me voyais déjà là-bas. Et puis, les petits, en fait, ils m'aimaient beaucoup parce que je travaillais beaucoup. Il y avait l'éthique, tout ça. Donc, là où est-ce que c'est parti en vrille pour aller un peu straight, tout droit, tu vois. Le petit m'envoie un message. Genre, je vois son compte Instagram. Je lui envoie un message. Et puis, il me dit, ah, grand frère, on dit quoi? Il dit, ça va? Il dit, attends, je vois tes photos et tout, là. Tu joues plus au basket? Je lui ai dit non. Et là, le petit m'envoie un long texte et puis me dit que tu sais, si je suis au Canada, parce que lui, il a signé au Canada, il me dit non, que si je suis au Canada aujourd'hui, si je me donne toujours, c'est parce que quand moi j'étais petit, je venais te voir jouer là. Ça m'a motivé jusqu'à aujourd'hui. Il a même, son grand frère a joué à NBA à Toronto Raptors. Son grand frère a joué, tu vois. Et le petit m'envoie le message et puis me dit non, que vraiment, tu es une motivation pour moi. Parce que même quand j'ai quitté le club, le Mali, tout ça, je me demandais tu étais où parce qu'on t'a pu revu tout ça. En fait, quand c'était pratiquement à 2h du matin que m'en a parlé, puis il m'a dit que merci parce que tu as une motivation, tu as un exemple de travail, d'abnégation, tout ça. Quand je lui ai dit à Fort et Petit, on est ensemble, on keep en touch, on garde le contact, tout ça. Frère, je suis allé supprimer mes vidéos, mes photos. En fait, j'ai tout supprimé parce que j'avais tellement la rage. Je me disais, mais pourquoi c'est à moi que ça peut arriver en fait? Parce que tu vois, j'ai tellement de gars qui jouent en championnat universitaire actuellement, qui jouent en professionnel, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, que ce soit je ne sais où. Et puis les gars, ils me disent toujours, mais ouais, c'est comment, tout ça. Parce que genre là-bas, les gars m'appelaient Sa Majesté, tu vois. Et les gars me disent, mais Sa Majesté, on dit quoi? Tu es où là-haut, tout ça. Non, les gars, c'est qu'elle suis au pays, ça va, tout ça. Mais en vrai, c'est vrai que peut-être ça va, mais c'est pas ce que tu as voulu faire de ta vie, en fait. Et tu vois, genre, comme je dis là, le gourmet était tellement high que le fait de voir mes anciennes photos de basket, mes anciennes vidéos de moi en train de jouer, tout ça, tu vois, dis-moi, mais tout supprimé, tu vois, c'est bon. Parce que là, j'avais tellement mal, tu vois. Mais bon, après, comme je dis là, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Et puis, moi, personnellement, pendant près de 3-4 ans, ça m'a affecté. Genre, j'avais repris les cours à l'université. Même la preuve, comme je te disais, j'ai pas fait la seconde, j'ai pas fait la première de la terminale. Que je suis revenu au pays, quelques temps après, j'ai passé le bac en candidat libre. J'ai tellement bossé, je me suis dit, bon Joe, c'est ce que tu as actuellement sur la main. J'ai tellement bossé, j'ai eu mon bac en candidat libre. Et puis, j'ai commencé l'université. La première année d'université, je partais à l'école, mais j'étais pas là. J'étais vraiment pas là, tu vois. Et ça m'a beaucoup affecté. Hein. Ça m'a beaucoup affecté. Comme je dis là, ça m'a fait faire des choses que je me voyais pas faire avant. Tu vois, ça m'a déstabilisé, mais c'est pratiquement 5 ans après que j'ai réussi à passer la douleur et puis c'est passé. Wow. Ouais, je te dis. C'est pratiquement 5 ans après être revenu au pays. Tu t'imagines, quand je dis 5 ans après, je suis revenu au pays pratiquement en 2017.
Et quand je dis 5 ans, 6 ans après, c'est parce qu'en 2023, c'est récent. C'est récent. Parce que genre, je me disais, Joe, tu peux encore, vas-y, mais là, je me suis dit, faut passer dessus. Et puis, j'ai dit au Seigneur, vraiment, c'est mort, quoi. Vraiment. Tu as fini par accepter que le basket professionnel, c'était mort. C'était mort. Souvent, même, genre, je sortais un peu. Je me souviens, une fois, je suis allé, on jouait, j'étais avec Gapsi, avec d'autres gars de sa cellule artistique qu'on appelle Friendship Time. Oui, je vois un peu. Les premières semaines qu'on s'est connus, les gars organisaient des playgrounds, des jeux, des petits hippopotames, on partait jouer. Et puis je suis monté sur le terrain de la façon dont je les ai dribblés là-bas. Je les ai dribblés, j'ai fait des choses. Et puis les gars ont dit, mais toi tu es fort, hein? J'ai dit non. C'est qu'elle suit, on se débrouille un peu. Mais moi je sais en fait, tu vois. D'où tu viens? Tu vois, et souvent pour éviter que les gars me disent tout le temps, oh non, le gars il est trop fort. Parce que souvent tu arrives sur le terrain, puis genre les gars, oh là, il est venu. Ah, lui il est trop bon. Donc, en fait, tu es trop bon, tout le monde dit que tu es trop bon, mais tu n'as pas eu ce qu'il faut pour aller où ton talent pouvait te mener, tu vois. Oui. Donc, mais moi, je me dis, pourquoi dans ta reconversion, tu n'as pas mis une option, peut-être aller jusqu'à devenir un coach, entraîner des jeunes, apporter, par exemple, cette rigueur que tu avais dans le travail, je te connais, je sais quand tu veux faire quelque chose, voilà, combien de fois tu te donnes, tout ça. Pourquoi ne pas reconvertir cela en tant que un coach pour pouvoir inculquer ces valeurs, ces capacités-là aux jeunes frères, voilà. En fait, ça allait me faire suivre le chemin, l'histoire de mon papa. Parce que mon papa, il a été sportif et il a eu les mêmes blessures au genou. Et ça a stoppé sa carrière. Après, il est redevenu coach, il a remporté des tournois, tout ça. Je me suis dit jamais, je ne peux jamais suivre ses traces. Tu vois, j'ai jamais voulu parce que le bémol, c'est que mon papa, arrivé en 3e, m'a dit laisse le basket, concentre-toi sur tes études. Mais moi, c'est ce que je voulais faire, tu vois. Et je me souviens que lorsque j'ai commencé à jouer tout ça, moi, mon objectif, c'était prendre mon maillot avec mon nom signé le vieux. J'ai réussi à... Et je me souviens qu'une fois, j'étais dans la voiture, je partais à l'entraînement, le chauffeur m'emmenait à l'entraînement et puis mon grand frère m'a appelé, papa est décédé. En fait, je te promets, genre, j'ai dit au gars que j'ai appelé le staff pour dire, c'est pas là que... Là, je viens de perdre mon papa parce que ça me faisait mal. C'était une grande ambition. Oui, effectivement. Tu vois. Prouver au père que, ouais, c'est vrai, tu as commencé, tu n'as pas pu, moi, en tant que fils, j'ai emboîté tes pages. Voilà. Et là, il n'a même pas pu. Tu vois, et puis après, les gens m'ont dit, mais tu es un bon coach, tu sais bien coacher les gens, tout ça, pourquoi tu ne viens pas? Je lui ai dit que non. Mais je me dis pour aussi, bon, le père n'y est plus, pour essayer de lui rendre un hommage, tu pouvais au moins faire cette reconversion. Et puis, bon, moi je le dis, comme souvent on le dit, et la Bible même le dit, tout ce que Dieu fait est bon, on ne sait pas pourquoi Dieu fait les choses souvent. Et d'après le slogan même de l'émission, on prépare les chevaux pour la bataille, c'est le Seigneur qui donne la victoire. Donc, je me disais que moi, personnellement, peut-être que si on s'était connus, peut-être plus tôt moi, c'était le conseil que j'allais te donner. Au moins, parce que inculquer cela à cette génération, pour moi, ça allait être encore une continuité de ton rêve, au fait. C'est vrai que toi-même, tu n'es pas sur le terrain, mais le fait de voir des enfants, des jeunes que tu as coachés, à qui tu as inculqué les trucs, tu les vois à travers... tu te vois à travers eux. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai, bon, comme tu n'as pas voulu aussi, peut-être en le faisant, c'est comme si, c'est un griffe, peut-être une petite malédiction générationnelle. Toi, certaines personnes peuvent voir ça comme ça, effectivement. Certaines personnes peuvent voir ça comme ça. Bon, tu sais, en Afrique, on nous a tellement matrixé avec la chose. Mais en fait, tu sais, je me suis dit qu'il fallait briser les codes. Je ne voulais vraiment pas que ma vie en tant que sportif ressemble tellement à la vie de mon papa. Les mêmes blessures, certaines choses comme ça là, et puis redevenir aussi coach comme il a été. Je me suis dit, Joe, il fallait voir ailleurs. Et même dernièrement, mon frère me disait, mon manager aujourd'hui au Canada, il me disait que, écoute,
tu as toujours été quelqu'un qui sait transmettre ce qu'il sait faire. Pourquoi est-ce que genre, tu ne deviens pas coach? Au départ, je me suis dit, bon, je vais essayer, mais naturellement, j'ai pas voulu aller. Moi, je pense que on est là, et puis le Seigneur fait tout sur moi. J'aimerais sincèrement te voir réaliser un peu ce truc-là, parce que je sais que le basket, c'est quelque chose vraiment que moi je t'ai jamais vu jouer, mais j'ai entendu, j'ai eu des échos, il y a des gens qui t'ont vu sur le terrain avec qui j'ai eu à discuter, ils ont dit vraiment que tu as le truc au fait. Donc je me dis que si tu mixes ça un peu en un coach, vraiment ça va, tu seras un meilleur coach en tout cas. Tu seras un meilleur coach et puis tu vas remporter des trophées forcés. Mais peut-être pas en Côte d'Ivoire. Non, pas en Côte d'Ivoire, non, pas en Côte d'Ivoire. Non, je sais que le Seigneur faisant grâce, ça va arriver. Donc, quittons un peu cette étape du basket. Donc là, 5 ans après, tes rêves dans le basket, c'est mort, tout ça. Donc, tu te reconvertis dans, je ne sais pas si tu as dit un nouveau rêve ou bien dans un nouveau talent. Pas un nouveau talent en tant que tel, mais un autre de tes talents, puisque déjà à l'école, quand tu étais adolescent, voilà, tu faisais du rap. Du rap, de la musique, du chant, du théâtre, tout ça, tu vois. Donc là, je rentre à l'université ici, c'est-à-dire à l'INSAC, tu vois, pour faire du cinéma. Après, on est reversé en théâtre, art dramatique. Voilà, ça se passe bien. Moi, je finis pratiquement dans le confinement. Tu vois, ça se passe bien. Et puis, après un an et demi, je commence à travailler en tant que professeur d'enseignement artistique, tu vois. C'est toujours de l'art. Et personnellement, moi-même, quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, l'un des premiers boulots que j'ai fait en tant que gombo, tu vois, pour pouvoir me stabiliser, c'était l'enseignement. C'était l'enseignement et j'avais pratiquement 19 ans, 20 ans. J'ai commencé à enseigner là-bas. Et puis j'ai commencé à quand les moyens ont commencé à se mettre en place, j'ai commencé à plus m'impliquer dans le basket et tout, tu vois. Donc quand je commence ici, je finis l'art dramatique. Tu vois, ça a été une période aussi vraiment exceptionnelle. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de pouvoir me découvrir, tu vois. Me découvrir, de savoir où est-ce que je voulais aller, de savoir aussi où est-ce que le Seigneur pouvait encore m'utiliser, même si dans le sport, moi en tant qu'acteur principal, ça n'allait pas être vraiment possible, mais j'ai pu découvrir encore en moi d'autres talents que j'avais. J'ai eu à participer à, comment on appelle ça, certains spectacles, tu vois, et ce sont des choses qui par la grâce de Dieu, ont développé ma personnalité en tant qu'artiste, en tant que personne, et puis voilà quoi. Donc je finis là-bas, et puis 1 an et demi, après pratiquement 2 ans, je commence à travailler petit à petit, voilà. Ça a été une époque parfois difficile, hein. L'université, ça a été parce que, bon, moi c'est vrai que genre, je suis un peu, comme je dis, je suis quand même un peu solo, un peu renfermé, mais je suis très rebelle, tu vois. Donc à l'université là, j'étais vraiment un crâne brûlé, quoi, tu vois. Et c'est le genre d'université où les gens te titillent. Les gens te titillent beaucoup, les gens cherchent à te briser et tout. Et moi, je ne rentre pas toujours dans ce moule-là, tu vois. Donc, il y a eu beaucoup d'approchages. Avec les professeurs, il y a eu beaucoup de rapports. Il y a eu des moments où je pouvais faire 1 mois sans partir à l'école parce que je ne voulais pas les voir. Mais il fallait rester toujours au top. Et une fois, je me souviens que j'avais encore même la béquille parce que mon genou, c'était pas ça. Je suis parti à l'école. Et puis, il y a un de mes professeurs qui a dit, celui-là, c'est-à-dire, on nous a donné un exercice sur le tas là pour improviser. Je crois qu'on était en trio. Et puis j'ai improvisé ma partie avec les autres, je les ai menés, tout ça. Et puis quand on a fini, les gens appréciaient. Et puis il a dit, celui-là, c'est le meilleur étudiant de toute votre promo. Bon, moi j'ai été touché. En fait, c'est après je me suis rendu compte que dans l'université, les gens me voyaient, les gens me remarquaient, mais les gens n'osaient pas dire. Approcher pour... Tu vois. Et après, je me suis rendu compte que c'est parce que moi également, genre, à mon apparence de loin, les gens se disent que je suis quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un de un peu trop fier de lui.
Tu vois? Et ça, tu n'aimes pas se mélanger. Je n'aime pas se mélanger. Et ça m'a fermé beaucoup de portes. Je vous demande pardon. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je vous demande pardon. Tu vois? Et quand il m'a dit ça m'a fait OK. Et puis mon frère qui est professeur à l'INSA, il a dit que effectivement, les gens t'apprécient beaucoup. Mais à te voir avec ta posture toujours fermée, toujours focus, les gens se disent que le gars là, il est faut le laisser comme ça. Les gars, je ne suis pas comme ça. Tu vois? Donc, ça a été une école, pas seulement intellectuelle, mais une école de vie. Ça m'a appris la diplomatie, ça m'a appris à pouvoir tolérer certaines choses parce que souvent là-bas, les gars nous titillaient trop. Et puis voilà, malheureusement, j'ai pas fini comme les autres. Tu vois, j'ai pas fini tout le parcours. J'ai commencé à travailler et puis beaucoup de choses se sont succédées. Et puis voilà, par la grâce de Dieu, on est là et puis ça va. D'accord. Donc là, tu disais comme ça que bien avant même que tu partes tu quittes le pays pour le basket et autres, au niveau de la musique, tu étais dans un groupe et autres. Mais j'ai l'impression au fait, les choix, c'est que c'est ce que tu voulais pas faire au départ. Pour finir, tu es revenu et c'est ce que tu as commencé à faire. Ensuite, il y a l'enseignement. Donc, c'est une question de choix, c'est un problème de choix ou bien de timing dans les choix ou bien c'est quoi? Je crois que c'est parfois un problème de timing. Un problème de timing. Comme je dis là, moi je suis quelqu'un, lorsque j'ai l'esprit sur quelque chose, j'aime faire me focus dessus. J'aime me focus dessus et puis checker. Mais là, en fait, le Seigneur m'emmène à ne pas seulement. Le Seigneur m'emmène à comprendre qu'il ne fallait pas avoir des œillères. Il fallait avoir une capacité à checker à 360 degrés. Parce que c'est super important, tu vois. Comme je disais là, moi, avant que je quitte le pays, j'étais dans un groupe et on a fait un single. Dans le temps, c'était vraiment l'équipe Snobe qui moussait bien, tu vois. Et on a fait un single. Et puis franchement, le single était tellement bien. Et pratiquement un mois après, moi, je devais quitter le pays. Et les gars m'ont dit, ben, on a commencé à décoller, on commence à avoir des prestations partout. Tu as quand même le lead vocal, tout ça. Pourquoi ci, pourquoi ça? Je leur ai dit, les gars, moi, c'est basket, c'est pas musique. Vous, là, c'est musique que vous voulez faire. Moi, je fais basket. Je m'en vais faire mes bails. Mais on est ensemble, c'est la famille, quoi, tu vois. Et les gars ont signé en maison de production. Les gars ont dit, mais voilà le gars qui a chanté en anglais. Parce que moi, je chantais en anglais avant. Les gars ont dit, mais voilà le gars qui a chanté en anglais. Ils disent non, qu'il a quitté le pays. Ils disent, c'est lui. En fait, c'est grâce à toi que le contrat a pu être conclu. Voilà, tu vois. Et puis, bon, ça a été là le début. Et comme je disais également, quand je rentre aux églises d'Assemblée de Dieu, moi, je rappais au lycée. Là, en fait, je ne chantais pas parce que maintenant, tu sais que je chante beaucoup plus. Oui. Au lycée, je ne chantais pas, je rappais. Je rappais fort même, fort. Je rappais super fort même. Et moi, personnellement, j'étais fier de moi, tu vois. Et puis, comment je vais dire ça? Mon grand frère me dit, mais toi là, tu rappes, les gens disent que tu es fort quand tu passes. Et puis déjà, maintenant c'est déjà, avant c'était Nevada. Tu vois? Okay. Tu vois? Et les gars disent que tout le monde dit que tu es fort, tu rappes, tout ça. Bon, moi je te mets au défi. Écris un texte, un texte rap. Il y a mes petits de l'écodime qui doivent faire un concert, tu vas poser un rap, tout ça. C'est à partir de là que je commence à bosser en live. Parce que tu sais qu'à l'église, c'est les instruments. C'est les instruments. Donc, les gars posent la batterie, posent les pianos, ils posent les basses, la solo, tout ça, le chœur. Et puis, j'écris toute la chanson en anglais. Je pose le rap. On commence à bosser. Les gars disent, mais nous, on n'a jamais entendu un rap en anglais. Et puis, genre, à l'écodime, tout ça. Les pasteurs étaient un peu réticents au départ. Les gens étaient un peu, voilà... Tu connais la tradition, la tradition des années. Quand on a commencé à bosser avec la prière, la grâce du Seigneur, quand on a fait la sortie, parce que c'était un concert écodime, on a composé les chants nous-mêmes. Je te dis que moi, c'était un défi pour moi. Je dis que ce morceau-là, ça doit être bien fait. On a travaillé comme des pros avec tous les gars, tu vois. Et puis, on a fait le concert. Quand on a fait le concert, je te promets, c'était tellement high. Les gens insistaient pour que toutes nos chansons, on les fasse en enregistrement live, qu'on en fasse même un album, tout ça. Mais en fait, moi, ça m'a boosté, tu vois.
ça m'a boosté plus dans la musique. Je me suis dit, mais c'est que je peux chanter aussi pour Dieu, tout ça. Parce qu'il y a toujours cette graine-là, cette semence-là qui était là en moi. Déjà que tu as une de tes sœurs qui chante déjà voilà, effectivement. Tu vois, musical. Si. Et ça m'a encouragé à pourquoi ne pas commencer à écrire un peu. Donc, parfois j'écrivais dans le monde, mais parfois j'écrivais à l'église. Et souvent, les gars de l'église, quand ils venaient me voir au lycée, ils faisaient les freestyles, ils clashaient les gars, parlaient des go, tout ça. Les gars disaient, ah, Dani. Non, j'ai dit, non, les gars, non, c'est le lycée. Mais quand on arrive au church, on rap gospel, tout ça, on chante gospel. Mais après, il fallait faire un choix. Et ce choix-là, je l'ai fait quand je suis revenu en Côte d'Ivoire. Quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, j'ai fait un morceau. Comme je disais, moi, je rappais en anglais. Je rappais en anglais, je chantais en anglais. Je ne voulais même pas avoir affaire à tout ce qui est francophone. Tu vois, donc, j'ai fait un morceau qui s'appelait Better. Better, c'est-à-dire meilleur. Et ça disait que même quand il y a des difficultés par la grâce du Seigneur, je suis toujours meilleur en better, tu vois. Et j'ai commencé avec ça. Les gars, écoutez le morceau. Je pense que dans le temps, il y a Ziki Soul qui est en France, qui était venu, l'un des petits de Tito Prince, qui était venu au pays. Il a écouté le morceau, il a dit qui rappe. Les gars disent, ah, c'est Daniel. Il dit, mais je pensais qu'il chantait seulement, mais non, qu'il rappe aussi. Et en anglais, tout ça, le gars, il a aimé, les autres gars ont aimé, tout ça. Mais c'était pratiquement mon entrée, tu vois, dans tout ce qui était rap, tout ça, gospel. Je me suis rendu compte que Joe, c'est la Côte d'Ivoire, faut s'acclimater, tu vois. Et en fait, c'est là que tout a commencé à aller. Et dans cette période-là, j'avais commencé à vraiment flancher pour, comment ça s'appelle, Breezon Tyler. C'est comme on appelle ça, c'est un chanteur R&B, trap soul. Américain. J'avais commencé à écouter Breezon Tyler, Chris Brown. Donc j'avais commencé à écrire. C'est là que j'ai sorti mon premier morceau officiel gospel en français, qui est Jean 3.16. C'est sûr. Voilà, j'ai sorti Jean 3.16. Après, comme je dis, c'était les premiers pas. Donc niveau communication, il n'y a pas eu tellement de trucs. Mais par contre, en live, les gens avaient commencé à me connaître en live parce que je chantais en live, tout ça. Et les gens ont beaucoup apprécié, tu vois. Et c'est là que ça a décollé au niveau musical gospel. Voilà. Mais bien avant ça, tu as chanté un peu dans le piano bar avec... Ouais. Frère, fallait chercher l'argent. Hey, fallait chercher l'argent. Quand je suis rentré à l'INSAC, la plupart de mes gars avec qui je marchais, ils étaient en musique. Mais les gars se rendaient compte que je chantais autant mieux qu'eux. Donc on a commencé à tourner ensemble. Puis j'étais à comment on appelle, à Toban, je vivais à Toban. Et on marchait ensemble, les gars avec les gombos. Nous on fait théâtre, on fait cinéma là. Gombo, on sait chanter, tiens, on partit se chercher. Donc on a formé un petit band, moi et un de mes gars. Et puis on a commencé à chanter. Donc les gars nous appellent à Benjéville, dans les bars, dans les lounges. On va, on chante là-bas. Les gars nous appellent, comment on appelle ça même là, dans les restos, on va, on chante. Au moins, on a un cachet de 50 000 la nuit. Mes frères, c'est les ghettos. Quand tu t'en vas là, c'est que tu vois là-bas, c'est quelque chose. My God. Donc, tu vois, donc, on a commencé à chanter, effectivement. J'ai commencé à chanter dans les bars, à interpréter mais les morceaux d'Arafat, hey, les morceaux d'Alpha Blondy, de Lac Doubé, surtout les chants en anglais. Et je me souviens, une fois, on a fait un show et puis il y avait une délégation de l'ambassade des États-Unis, des fonctionnaires qui sont venus. Ah, quand on m'a donné le micro, c'était à mon tour. J'ai chanté les morceaux en anglais, les gars étaient formés. Je te parle pas du pouvoir que j'ai eu ce soir-là. C'était chaud. Et on avait commencé à prendre goût à ça. Et puis, je me suis assis, j'ai regardé, je me suis dit, mais quand on est autour d'Assemblée de Dieu, là, il y a des grands frères qu'on mettait sous discipline parce qu'ils jouaient dans les bois de nuit. Mais c'est même bail les gens de faire. J'ai regardé que mes gars m'ont dit, oh, laisse ça. On a qu'à faire, ça va aller, on s'est posé, c'est lui-même qui voit. Après, c'est lui-même qui voit après. Parce que tu es là-bas, même là, il y a des goûts qui vont te draguer, des garçons qui vont te draguer, toi aussi tu es faible d'esprit là. Tu tombes dedans. Tu t'imagines aussi là, voilà. Si samedi tu es parti chanter toute la night, jusqu'à peut-être 6 h du matin, quand tu rentres, dimanche c'est mort. Tu vois? Et c'est comme ça en fait que je me suis dit, Joe, faut checker. C'est vrai que ça faisait rentrer la musique. Si mercredi tu dois chanter 50K, vendredi 50K, samedi 50K, ça fait 150K. Mais c'est le salaire de quelqu'un. Alors que toi en 3 jours tu as ça. Non, tu as ça, tu vois. Et puis j'ai regardé que Joe, ça va être chaud, hein, mais on va faire avec. Et puis bon, c'est là que j'ai décidé de laisser. Mais après, c'est là aussi que j'ai commencé à apprendre tout ce qui est variété, tout ce qui est couleur.
Et c'est vrai que le démarrage n'était pas bien, mais à travers ce démarrage-là, le Seigneur Ça a été un peu comme une école de musique pour toi, le fait d'interpréter plusieurs artistes, plusieurs styles. Effectivement, tu vois. Et c'est comme ça, quoi. Effectivement, je l'ai fait aussi. Je l'ai fait et aujourd'hui, je pense qu'un chrétien n'a pas forcément besoin d'aller dans ce genre de choses parce que quand tu es quand même consacré, c'est ta voix que tu consacres. Tu vois, c'est certaines choses. C'est vrai que parfois c'est chaud, mais bon, chaud. Je pense que le Seigneur est aussi fidèle. Le Seigneur est aussi fidèle. Le Seigneur est aussi fidèle. Franchement, le Seigneur est aussi fidèle. Et voilà quoi. Moi, j'ai décidé d'arrêter. Mes gars ont continué, mais je ne les ai pas jugés. Chacun sa maturité. Tu as fait ton choix. J'ai fait mon choix. Après, même là, ils peuvent prendre conscience et puis vont revenir, même vous seront des bishops, des hommes de Dieu, pas possible. C'est leur histoire. Tu vois, donc c'est ça, effectivement, je l'ai fait aussi. Ouais. D'accord. Donc là, tu t'engages maintenant dans le gospel, tu sors Jean 3,16, ensuite et d'autres morceaux avec d'autres gars. Voilà, parce que j'ai vu certaines collaborations avec Abraham Tété. On a fait avec Abraham Tété, John Level, avec John, on a fait Change. Légendaire. On a fait j'ai été également en collaboration avec les légendaires, tout ça, tu vois. Et ça a été des périodes de formation. Tu vois, le Seigneur, c'est un Dieu de parcours. Hein. Si tu n'as pas de parcours, tu n'as pas de bagage, de background, ton témoignage est parfois vide. On ne dit pas qu'il faut passer par des vents et marées. Ça peut être des choses que tu vis, desquelles tu apprends et qui deviendront également des semences de croissance pour d'autres personnes, tu vois. J'ai été avec tous ces gars-là. C'est vrai que parfois, il y a eu des incompréhensions entre nous. Mais souvent, je me suis assis et puis je me suis dit que c'était un manque de sagesse. Parce que à un moment, Pierre a demandé à Jésus, mais Seigneur, nous on t'a suivi, on aura quoi? Il y a eu des moments où Jésus a dit que celui qui ne mange pas, celui qui ne boit pas de mon sang, n'héritera pas du royaume. Il ne sera pas sauvé. Les gens commençaient à partir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à ses disciples, mais vous ne partez pas. En fait, ça les a choqués tous. Pour certains voulaient partir. Il a dit, vous ne partez pas. Pierre a répondu quoi? Pierre ne lui répond pas parce qu'il a tellement la foi en Jésus, ben il est heureux. Hein. Il répond à contre-cœur. Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Moi, je me suis rendu compte que ça a été des incompréhensions. On pouvait juste s'asseoir souvent avec certains gars, discuter, échanger et puis rétablir les choses. Un peu, voilà, l'incompréhension, mettre les choses à plat. Moi, je ne pense pas qu'au milieu de Kifnobi, il n'y a jamais eu de problème. Je pense qu'il y en a eu. Je ne pense pas qu'au niveau de banlieue salle musique, il n'y a jamais eu de problème. Je pense qu'il y en a eu. Mais comme le Seigneur Jésus le dit, les fils de ce siècle sont plus avisés que les fils du royaume. Ils sont plus sages. Et il y a certaines personnes avec qui il y a eu des accrochages, il y a eu des incompréhensions. On n'a pas parlé. Après, c'est resté comme ça. Et parfois, quand je regarde dans le rétroviseur, certaines choses qui avaient la capacité d'être c'est-à-dire réglées ou bien d'être de grandes choses, produire de grands fruits, aujourd'hui sont juste restés dans... Et souvent, 1 an, 2 ans, 3 ans après, tu entends les gens dire, mais on ne va plus ensemble. Ce que vous avez commencé là, ça nous plaisait, c'était bon. Et puis tu dis, mais waouh, tu vois. On a laissé. Effectivement, après Jean 3,16, je suis rentré en studio, j'ai fait l'un de mes meilleurs morceaux, l'un des morceaux qui relate ma vie le plus, c'est Parle-moi. Parce que quand j'écrivais cette chanson-là, dans cette période-là, franchement, c'est là que le basket s'est arrêté. C'est également là que je ne voulais plus suivre les cours. Je disais au Seigneur, c'était quoi tes promesses déjà? Tu m'avais dit que tu n'avais pas voulu que je grandisse avec mon père parce que tu étais mon père. J'ai pas vu le vieux mourir. Je suis revenu au pays. Il y a eu tellement de difficultés. Il y a eu tellement de promesses. Il y a eu tellement de choses que j'ai eu à faire, mais je n'ai pas vu quelque chose s'accomplir. Seigneur, parle-moi parce que je ne sais pas où je suis. C'est dans cette période-là que j'ai écrit « Parle-moi ». Tu vois. Et pour la petite confidence, c'est avec Iron que je devais faire le feat. Et puis finalement, bon, ça n'a pas été fait, tu vois. Et tu sais, lorsque je quitte sur Parle-moi, Parle-moi, c'est tellement moi, c'est tellement mon bijou que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas sorti. Mais toutes les fois quand on m'invite quelque part, je chante ça toujours en live. Et les gens sont toujours bénis par Parle-moi. Toujours. Et ils me disent, mais pourquoi ça ne sort pas?
je leur dis que je n'ai pas envie de gâcher cette chanson-là. C'est parce que pour moi, c'est pas le genre de morceau que 500 personnes vont écouter. Mais c'est un peu égoïste. Ça peut être aussi le morceau qui va te lancer. C'est pas faux, mais c'est un peu égoïste quand même. Parce que je me dis que ces 500 personnes-là peuvent être touchées aussi. Peuvent être guéries. Tu t'imagines que Parle-moi existe depuis pratiquement 2018. On est en 2025. On a fait la reprise en 2021. On a réenregistré, je pense. Oui. Tu vois, c'est toujours pas encore sorti. C'est pas encore sorti. Parce que en fait, c'est tellement moi, c'est tellement ma vie. Et je me rappelle qu'une fois, je suis venu à Yopougon à la maison et puis j'ai joué ça dans mes enceintes. Et puis il y avait une nièce qui était à la maison. Elle écoutait ça pour la première fois. Et puis elle s'est mise d'un coin de la maison, elle a commencé à pleurer. Maman lui a demandé, mais pourquoi tu pleures? Elle dit la chanson là, quand le tonton là vient ici et puis il joue ça là, ça me fait penser à toute ma famille. Et tu sais, plusieurs personnes qui écoutaient la chanson disaient que la chanson là, elle est tellement profonde. Mais je lui ai dit, je ne peux pas sortir Parle-moi parce que c'est tellement mon bébé en fait, tu vois. Peut-être que c'est cette chanson qui va lancer la carrière de Yedija. On ne sait jamais, mais tu vois. Et après Parle-moi, je travaille effectivement avec Abraham Tété sur mon bouclier quand on joue au concert de Adaei, qui est vraiment bien vu. Après, on travaille sur quoi encore avec les gens, on travaille sur là-haut avec, comment il s'appelle là? Avec Abraham, avec John, avec, comment on a le Gadou, avec Obi, avec, comment on appelle ça, j'oublie son nom. On avait un autre gars avec qui on a travaillé dessus, il y avait deux autres gars, j'oublie le nom. Mais tu sais, c'était un groupe avec des gars qui étaient tellement talentueux. À cette période, on était devenus une famille, on se voyait tout le temps, on passait du temps ensemble, on enregistrait tout ça, c'était vraiment bien. Après, moi, je fais une collaboration avec John parce que pendant un moment, on vit à Yamoussoukro ensemble. On travaille sur Change. C'est à Yamoussoukro avec John qu'on produit Nusi Love. Tu vois, c'est là-bas qu'on produit Nusi Love. Après, on produit également Gamé. Gamé qui est sur YouTube, qui est sorti, qui est sur YouTube. Et voilà quoi, j'ai eu à travailler avec eux. Après, on a travaillé sur son projet, comment on appelle ça, Jesus is Goat. Sur lequel tu as participé. Oui. On a produit ça ici, tu vois. Et après, on a commencé à travailler ensemble avec, comment on appelle ça, Lambertini. Avec, comment on appelle ça, avec Doxa, tu vois. Et le morceau No Limit. Ouais, No Limit, on travaille sur No Limit qui, par la grâce de Dieu, devient encore aussi une émission qui édifie beaucoup de personnes, tu vois. Donc, c'était, en tout cas, jusqu'ici, c'est ça mon parcours, en fait, tu vois. Des concerts, des prestations, des invitations, tout et tout. Quand les gens me voient dehors, ils savent que Yedija, c'est un chanteur, c'est un artiste gospel et tout. Ça, c'est la casquette, tu vois. Mais pas encore d'événements tellement majeurs. Voilà, pas d'événements encore tellement majeurs. C'est ça, quoi, tu vois. Et là, il y a le ministère. Yeah. Celui qu'on appelle le prophète. Ouais, il y a Yedija qui chante. Il y a le prophète. Et là, explique-nous un peu, parce que j'ai reçu pas mal de témoignages de personnes qui disent, ah, Yedija m'a dit, c'est en train de se confirmer. Yedija m'a dit, c'est en train de se confirmer. Yedija m'a dit, c'est en train de confirmer. Donc, parce que c'est ça aussi souvent le problème. Quand des personnes ont plusieurs talents, plusieurs cordes à leur arc, souvent, on veut toucher pratiquement à tout. Du coup, je me rappelle, un de mes pasteurs me disait que choisis quelque chose, tu vas te concentrer dessus pour faire. Parce que si tu veux tout faire à la fois, en fin de compte, tu vas t'en rendre compte que tu n'as rien fait. Et là, le ministère, ça t'amène à mettre une pause sur la musique, à te concentrer sur le ministère. Et ça, c'est depuis 2022, je crois. 2022, ça a commencé en 2022, mais ça s'est accentué un peu plus en 2023. On était pratiquement en fin d'année 2022. Fin d'année 2023, 2024, c'est l'année 2025 aussi, tu vois. Lorsque le Seigneur commence à me parler du ministère, je savais que le Seigneur m'appelle à ça, tu vois, et il fallait commencer à apprendre. Il fallait commencer à comprendre certaines choses parce que certaines réalités devenaient difficiles.
Et la seule option de pouvoir régler certains problèmes, c'était par la manière de venir chercher Dieu. Il fallait chercher Dieu, il fallait également grandir. On ne pouvait pas être dans la maison de l'Éternel depuis tout petit. Et puis après, tu as fait juste 2 pas en avant, tu as reculé 5 fois. Il fallait devenir mature, tu vois. Donc 2023, je commence à chercher le Seigneur. Je déménage encore pour Cocody, je m'installe à Cocody. Là-bas, même là, ça s'accentue, tu vois, commencer à œuvrer dans l'église, tout ça. Et tu sais, depuis que je suis petit, moi, j'ai quand même cette capacité à avoir des rêves, à avoir des visions. Mais parfois, il y a des choses que tu vis. S'il n'y a pas la puissance pédagogique pour t'apprendre, tu ne peux pas savoir que ce dont on parlait là, c'était ce que tu vivais. C'est ça. Tu n'arrives pas à te découvrir toi-même. Et je commence à apprendre le ministère avec mon père spirituel et je commence à connaître de l'ascendant. Tu vois? Beaucoup d'ascendance, beaucoup comment on appelle ça, de capacités qui se développent. Là, tu te rends compte que tu t'imagines si tu dois peut-être avoir un régime où tu pries 8 heures par jour, mais dis que tu vas venir au studio, c'est un peu compliqué. Si tu as des rendez-vous avec le Seigneur où tu dois prier de minuit à 6 heures et puis peut-être aller bro après, venir au studio, c'est un peu compliqué. Tu dois aller peut-être après à l'évangélisation, tout ça, que peut-être on te charge de prêcher, tout ça. Si tu dois parler à certaines personnes, peut-être une au téléphone, tout ça. Tu dois aussi chercher le Seigneur pour comprendre des bails, tout ça. Tu vois que venir au studio, c'est un peu compliqué. Mais cela n'exclut pas le fait que tu dois savoir faire la part des choses, tu vois. Et quand je commence le ministère à apprendre, à développer les choses, ça me bouffe beaucoup de temps. Parce que tu t'imagines quand parfois on va en retraite 2 jours, quand tu ressors, tu as la soif d'aller encore en retraite, tu as envie d'aller chercher le Seigneur. Et tu sais, c'est vrai que j'ai commencé, je ne suis pas encore établi sur une église et je veux que vraiment ça prenne le temps parce que je veux un peu plus apprendre tout ça, développer des choses. Mais ça m'a permis de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Ça m'a permis de pouvoir grandir. Ça m'a permis de pouvoir mettre à profit ce caractère solitaire que j'ai. Ça m'a permis de pouvoir découvrir le Seigneur, de pouvoir vivre des expériences. Parce qu'en vrai, si tu ne peux pas vivre des expériences avec le Seigneur, ta foi, elle est morte. Parce qu'on dit la foi sans les œuvres est morte là. En fait, les œuvres là, c'est ce que tu vis avec le Seigneur. C'est vraiment ce que tu vis avec le Seigneur. Et il y a un homme de Dieu qui disait Jésus dans la bouche de quelqu'un qui a une grande foi, et puis Jésus dans la bouche de quelqu'un qui n'a pas une grande foi, c'est pas la même efficacité. Parce que tu t'imagines si moi à minuit quand je me réveille pour prier, je sens des attaques, des oppressions. Et puis je prie, et puis le Seigneur renforce ma foi. Et puis je sens que l'atmosphère se dégage, je commence à avoir des visions, je commence à avoir des paroles pour des gens, appeler des gens la nuit, prier pour eux, ils sont guéris et tout. Ça ne sera pas la même chose que quelqu'un qui dit Jésus, mais qui n'arrive même pas à prier, qui ne sait même pas que Jésus guérit encore les malades. Tu vois? Et ça a été un temps où c'était l'introduction. Et j'avais besoin de vraiment me focus. Et effectivement, c'est là que j'ai commencé à beaucoup m'intéresser au ministère prophétique. Ça m'a vraiment impacté. Parce que mon père spirituel, il est prophète. Et ça m'a énormément impacté. Le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir avoir un père qui m'a donné la grâce de monter à la chair très tôt. Commencer à prêcher. Et plus tu es dans le feu de l'action, il y a des choses qui se développent. Mais plus tu es dans le feu de l'action que des choses se développent, il faut se comprendre que tu as besoin d'être dans le lieu secret avec le Seigneur, tu vois. Et c'est comme ça qu'à partir de 2023, j'entre dans le ministère, précisément le ministère prophétique. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça commence et on est toujours dedans, on continue toujours d'apprendre, on continue toujours de chercher à développer, voilà. C'est vraiment ça, tu vois. Et c'est passionnant surtout. C'est vraiment passionnant parce que moi je le dis toujours aujourd'hui, hein, il y a une sœur, une fois, elle disait que elle ne pense pas que tous les hommes ont le don prophétique. Je lui ai dit non, tous les hommes ont le don prophétique. Tant que tu as une âme et que tu as un esprit, tu as le don prophétique. Parce que l'esprit, c'est la nature de Dieu en nous. Et Dieu, là, son esprit est appelé l'esprit de la prophétie. Donc, tant que tu as l'esprit de Dieu en toi, tu as la fibre prophétique. Parce que tout le monde fait des songes, tout le monde peut avoir certaines personnes peuvent
peuvent avoir des songes, pardon. Certaines personnes peuvent avoir des visions. Certaines personnes peuvent avoir des intuitions prophétiques. Certaines personnes peuvent avoir des déductions prophétiques. Il y a des personnes qui disent que non, moi, mon intuition ne me trompe pas. Non, l'intuition, là, c'est une fibre du prophétique. Donc, tout le monde en a. Tout le monde. Il y a des personnes, ils ne prient pas 10 heures. Ils ne prient pas 24 heures. Mais s'ils voient une personne venir, lui, là, son esprit ne me dit pas, hein. Tu vois, naturellement, c'est la fibre prophétique qu'il a développée, qui est là. Tu vois? Et aujourd'hui, là, moi, je le dis toujours aux jeunes, je le dis toujours à tout le monde, le prophétique est indispensable. Et moi, je suis heureux de pouvoir le dire parce que le Seigneur m'emmène à pouvoir me pencher dans ce domaine, à pouvoir aussi aider d'autres personnes, à pouvoir aider ma famille, tu vois. Et c'est vraiment passionnant. Moi, j'adore ça. Et au-delà même d'un ministère, je vois ça comme une bénédiction. Voilà, c'est ça. Maintenant, là, nous sommes en 2025. Yeah. La musique, tu l'as stoppée depuis 2022, par là? Ouais, pratiquement, hein, pratiquement. Pour le ministère et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, il est déjà prêt pour joindre, comme on appelle, ces deux cordes à son arc, c'est-à-dire le ministère et, comme on appelle, la musique? Parce que là, tu avais mis cette pause pour pouvoir mieux apprendre et te, comme on dit, te focus sur le ministère. Est-ce qu'aujourd'hui, il est déjà à tirer une conclusion qui pourra mettre ces deux cordes à son arc et les jouer voilà, en symbiose, voilà. En parfaite harmonie, oui. Pourquoi? Parce que je suis le genre de personne qui ne peut pas vivre sans la musique. Je consomme la musique plus que tout. Tu vois, bon, pas plus que l'air en tout cas, mais je consomme. Après l'air, je consomme beaucoup de musique, tu vois. Et même quand je veux prier, j'ai besoin de la musique. Même quand parfois je veux prophétiser, j'ai besoin de musique. S'il n'y a pas de musique préenregistrée, je demande au Saint-Esprit de me donner une mélodie que je vais fredonner parce que ça fait monter mon esprit. Tu vois? Et aujourd'hui, moi, je suis prêt à le faire parce que je me suis rendu compte que on ne peut pas dissocier les deux. Voilà, on ne peut pas dissocier les deux. C'est deux choses qui vont avec. Que ce soit le ministère de la musique, parce que même dans les cieux, nous aurons à adorer le Seigneur, à chanter, à célébrer ses louanges avec des instruments. Il y aura des mélodies, il y aura des sons. Même, ok, tu vois, là, par exemple, je suis en train de parler et mon esprit est comme dans une image où je vois le trône de Dieu, tu vois. Je vois une grande place extraordinaire avec de grandes lumières. Et puis j'entends les bruits des eaux qui tombent de certaines falaises. Et c'est comme si l'esprit me dit que c'est ce genre de mélodie-là qu'on aura à entendre au ciel. Tu vois un peu? Non, en fait, le truc, c'est que même au ciel, tout produit un son qui glorifie Dieu. Donc, on ne peut pas, sur la terre, ne pas entrer dans cette perspective d'éternité alliant musique et, comment on appelle ça, ministère. C'est pas possible. Parce que notre ministère au ciel sera d'adorer Dieu. Et notre adoration va passer par des prières, par des psaumes, par des chants, par des acclamations. Donc, on ne peut pas dissocier les deux. Et moi, aujourd'hui, franchement, ce laps de temps, le Seigneur m'a fait comprendre que le ministère est puissant avec la musique. La musique est puissante avec le ministère. Et c'est indissociable. Quand tu regardes un chant comme Ebuka Song, le gars, il est sur la scène, quand il chante, il y a des choses puissantes. Théophilus Sunday aujourd'hui. Je vais prendre encore, je vois Derek Jones. Tu comprends un peu? Et voilà, moi, aujourd'hui, là, le Seigneur m'a fait comprendre que tu es apte. Parce que, comme je dis là, j'aime aller à fond pour pouvoir avoir le maximum d'énergie, le maximum de conscience pour savoir où je vais, ce que je fais, et puis comment Dieu veut m'utiliser dedans. Et cette année, effectivement, moi, j'ai écrit. Ces 3 derniers mois, j'ai écrit et je suis prêt à comment on appelle ça, à pouvoir mettre tout ça devant le Seigneur pour l'édification du corps du Christ. Pas seulement pour le corps du Christ, mais pour des personnes qui sont hors du corps du Christ, afin que ces personnes soient bénies et que ces personnes puissent rencontrer le Seigneur, tu vois. Voilà. Ce sont les ambitions, en tout cas, niveau ministère, niveau musique, que je désire arborer à partir de cette année, à partir de cette période de l'année, voilà. D'accord. Et là,
je pense que nous sommes complètement au bout de notre entretien. On a fait pratiquement le tour de tout. C'est vrai qu'on n'a pas abordé le côté familial. Quand on dit familial, famille en tant que famille de Yedidja, la grande famille. Bon, peut-être que Yedidja n'a pas envie d'en parler. Mais bon. Comme je l'ai dit, c'est une émission, c'est pour édifier les frères et sœurs à travers ton parcours, ton témoignage. Et là, franchement, moi, tu as vu, habituellement, quand je fais cette émission, je parle beaucoup, j'interromps les gars, je parle. Mais tu vois, je suis resté là à faire parce que tu as un parcours vraiment qui prouve qu'on peut toujours répartir des zéros. On peut toujours répartir des zéros parce que quelqu'un qui va en basket professionnel, qui voyage et qui, par une blessure, se retrouve à recommencer sa vie. Et aujourd'hui, tu es là et tu peux pour des gens. Ce qui veut dire que déjà, tu essaies de porter le fardeau des autres. Tu ne penses pas uniquement qu'à toi. Voilà, c'est déjà quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose de bon parce que si c'était d'autres, ils allaient finir par se suicider. Parce que de la manière que tu expliquais la chose, ça allait un peu vers une dépression. Mais tu n'as pas cédé à l'ennemi en mettant fin à ta vie. Parce que je vois, tu racontais souvent que parfois il t'arrive de te lever puis de marcher. Mais tu sais, ça, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas voulu employer le mot dépression parce que c'est pas que le suicide n'a jamais pensé à ça. Non, c'est pas qu'on n'a jamais pensé à ça. Moi, je me souviens que quand j'étais hors du pays, j'avais un de mes potes qui était mauritanien. C'est un gars, il est musulman, mais c'est mon meilleur ami. Jusqu'à aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. On peut ne pas parler pendant 5 mois, mais quand on s'appelle et qu'on parle, c'est extraordinaire. Et c'est le gars qui m'a le plus soutenu. Malgré qu'il connaissait ma religion, il m'a énormément soutenu. Il y avait des moments où je me retrouvais dans un stade, j'étais seul. Je te dis, quand je te dis un stade, c'est-à-dire je suis assis dans un stade, dans les gradins, je suis seul. Et il me demande tu es où, il dit que je suis au stade. Et il sort de chez lui, ça peut être à 2h du matin. Il sort de chez lui, il vient me trouver au stade, on est assis ensemble, on rigole, on bavarde. Ça me fait évader, tu vois. Et c'est pas que c'est jamais arrivé. C'est pas que c'est jamais arrivé. Et c'est des pensées parfois, comme je dis, le Seigneur a fait grâce. Sinon, quand j'étais beaucoup seul, je pensais énormément à ça. Et le Seigneur m'est témoin. Mais je te promets, je sais pas comment le Seigneur s'arrangeait, mais je me suis dit qu'il y a encore de l'espoir parce que le Seigneur est là. Tu vois? Et c'est vraiment la grâce de Dieu. Moi, je pense aussi, je suis encore là, c'est la grâce de Dieu. Et je te mène la confidence. Cette dernière semaine-là, je me suis dit, si je pars, j'aurais fait ce que je pouvais. Je te dis, cette dernière semaine, je peux même dire il y a 3 semaines en arrière, je me disais personnellement, si je pars aujourd'hui, chaque nuit avant de partir dormir, je dis Seigneur, merci pour tes grâces. Mais si je pars aujourd'hui, j'aurais fait ce que je pouvais. Tu vois? Et c'est une façon de dire que moi, aujourd'hui, je ne compte que sur Dieu. Je ne check que le Seigneur. Ce que je dois faire, je le fais. Le reste, je compte que sur lui. C'est ça, quoi, tu vois. Et voilà, en tout cas, comme je dis, là, on compte sur lui. Et puis, c'est le gars qui ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Comme on le dit, Dieu est fidèle. Effectivement. Effectivement. Dieu est fidèle. D'accord. Donc, je pense qu'on a complètement fini. Et là, si tu as un message, un conseil à donner, à faire passer à tes jeunes frères et à ceux qui sont dans la musique, dans le ministère et puis dans la vie, professionnels comme actifs ou bien pour des personnes qui traversent peut-être des situations pareilles que toi, qui peut-être traverseront ces mêmes situations. Quel conseil, qu'est-ce que tu as à leur dire afin qu'ils gardent l'espoir comme toi tu as gardé l'espoir jusqu'à ce jour? Moi, ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que la vie fuit comme la fumée de l'herbe. La vie fuit. La vie fuit. Je vais prendre un exemple simple. Si vous vous rendez compte, on écoute aujourd'hui dans les boîtes de nuit, dans les rues, on écoute encore des chansons de comment on appelle ça, de Dub Saga. Mais figurez-vous qu'on écoute ces chansons aujourd'hui, mais Dub Saga, ces chansons sont sorties pratiquement en 2002, en 2003. Il est décédé peut-être en 2007-2008. Mais on écoute ces chansons aujourd'hui. Mais on ne se rend pas compte que
Ça fait 20 ans pratiquement que ces chansons sont sorties. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que la vie, elle passe vite. La vie, elle fuit comme la fumée de l'herbe. Mais ce qui vous garantira une paix, une stabilité dans un monde qui est constamment oscille, dans un monde qui est constamment en train de changer et basculer, c'est Jésus. Attachez-vous à Jésus et espérez en Jésus. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que prévois ta vie, donne-toi à fond, mais confie toutes choses à Jésus. Parce que si ce n'est pas le socle de ce que tu fais, tu auras des déceptions. Et ces déceptions pourront t'emporter. Mais celui, quand même les déceptions viendront, celui qui pourra te relever et t'emmener à être encore plus fort pour atteindre des buts, c'est Jésus. Et c'est le meilleur allié. Et je veux dire à quelqu'un que le meilleur est à venir. Le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. Et je ne sais pas, j'ai à cœur de dire à la Côte d'Ivoire, le meilleur est devant toi. Je ne sais pas pourquoi la Côte d'Ivoire, mais j'ai à cœur de dire à la Côte d'Ivoire, le meilleur est devant toi. Et quand je parle de la Côte d'Ivoire, je pouvais le dire à tous les Ivoiriens, le meilleur est devant vous. Et Jésus est prêt, il est là et il est avec nous. Amen. 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 Ok, bro. Yeah. Voilà. En tout cas, merci pour cette opportunité. Je pense que c'est assez exclusif parce que je suis rentré dans les détails de ma vie. Si vous voyez mes lunettes, c'est parce que derrière, j'ai eu des larmes aux yeux. Parce qu'il y a des choses dont je ne parle jamais. Je me suis carrément ouvert aujourd'hui et je veux bénir Dieu pour ta vie parce que c'est power. C'est power. Je prie vraiment que le Seigneur fasse en sorte que ce type de mission, ce type d'expression-là bénisse énormément de vies. Nous, on n'est pas parfaits. Mais celui qui tire de la boue pour faire asseoir la cape des rois, c'est Jésus. Je pense que nous, on est dans la boue ici. Et je prie qu'il puisse tirer cela pour emmener ces émissions-là à la cape des rois. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et Amen. puis les gars, Dieu vous bénisse. Ça a été un plaisir de partager tout ça avec vous. Merci beaucoup, frère. Yeah, merci de Amen. t'ouvrir Amen. aux autres. Amen. Non, maintenant, je peux enlever mes lunettes. Je peux enlever mes lunettes, c'est bon. Ok. Yeah. Amen. On est ensemble. On est ensemble. Hey, c'était l'épisode 1 de la saison 2 des Soldats de la foi. C'était avec Yedidja, le prophète, Yedidja, le chantre, le rappeur, Yedidja, l'enseignant, Yedidja, le, je sais pas si je dois dire, basketteur professionnel. Il est déjà le gars qui sait faire beaucoup de choses. Il est déjà le gars qui sait faire beaucoup de choses. Ceci, reste béni, que le Seigneur vous garde. Amen. Et on se retrouve pour un autre épisode avec un autre soldat. Demeureux, béni. C'était votre serviteur, Monsieur Kofi, sur Jassifé. Au revoir et à bientôt. Amen.